Au sommaire de ce journal, début ce mercredi de l'évaluation de la mission de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les travaux se déroulent dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Signature par la RDC, la Zambie et l'Angola de l'accord sur l'exploitation des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de l'Obila en présence des 3 chefs d'État. 4 griefs pèsent sur les présumés kidnappeurs arrêtés par la police à Kinshasa récemment. Entre autres enlèvements des personnes, une audience publique est prévue ce mercredi au siège de la territoriale. Et puis prenez rendez-vous ce soir avec Jean-Marie Kassamba dans JMK Rencontre. Le patron de l'Espace 50 reçoit le comité organisateur de Miss Indépendance. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie ont signé un important accord visant à faciliter le transport de leurs minerais vers des marchés extérieurs. La cérémonie a eu lieu en présence des 3 chefs d'État dans la ville de Lobito. Regardez. Les 3 pays voisins ont ainsi concédé l'exploitation de ce corridor frontalier au consortium Lobito Atlantic Railway, lauréat de l'appel d'offres international. Ce dernier est formé par les sociétés Trafigura de la Suisse, Vecturis de la Belgique et Mota-Engil du Portugal. S'exprimant à cette occasion, le président Félix Tshisekedi a dit que la pleine opérationnalisation de ce corridor permettra in fine les désenclavements des mines de la Zambie et de la RDC. Les corridors des Lobito, stratégiques dans la chaîne logistique de l'industrie minière, offrait l'itinéraire le plus court pour les exploitations reliant les principales régions minières de la RDC et de la Zambie. Les consortiums sélectionnés pour exploitation de canal de circulation prévoient de porter la fréquence quotidienne à 49 trains sur une période de 30 ans et de garantir 1600 emplois directs. Il sera chargé du transport des gros chargements comme les minerais de la RDC et de la Zambie ainsi que l'entretien des infrastructures. Les corridors de Lobito comprennent les ports des Lobito, le terminal des Mineiro, l'aéroport des Katumbela et le chemin de fer des Benguela. En RDC, ce corridor relie les provinces minières du Tanganyika, du Olomami, des Lualaba et du Haut-Katanga. Les concentrés de cuivre sont acheminés de ces provinces vers la Zambie pour y être fondus avant l'exploitation, avant l'exportation, et les corridors offrent une voie efficace pour l'accès aux marchés extérieurs. Et jusqu'ici, la Zambie et la République démocratique du Congo dépendaient fortement du transport routier pour l'exportation de métaux précieux. La signature de ces contrats consolide la coopération régionale entre la RDC, la Zambie et l'Angola, tous membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. En bref et en images, une mission d'évaluation sur la force de l'EAC débute dans l'Est du pays ce mercredi 5 juillet. C'était l'une des recommandations du sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est du 31 mai 2023 qui s'est tenu à Bujumbura. Cette force régionale s'est déployée depuis 2022 dans cette partie du pays et est vivement critiquée par les autorités congolaises qui l'accusent d'ailleurs de ne pas respecter son mandat offensif. Au Nord Kivu, le M23 est en train de renoncer à ses différentes positions armées dans le territoire de Nyiragongo. Cette alerte est de la société civile locale qui a par ailleurs dénoncé l'entrée sur le sol congolais des militaires rwandais. Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, précise que l'objectif pour les terroristes du M23 est de lancer incessamment une attaque contre la ville de Goma. On écoute ces propos recueillis ici par notre correspondant Pacheko Kavundama. Oui, nous confirmons l'information. La semaine passée, ils ont traversé en provenance du Rwanda et d'autres troupes sont venues de Tchanzu pour renforcer Kibumba. Et malheureusement, lorsqu'ils sont là, ils traversent directement dans les parcs ou soit en direction de Massissi. Et d'autres ont pris la direction avaient pris plutôt la direction du pâturage Kibaya, donc c'est dans les villages Kabagana. Et d'autres ont érigé leur position au niveau de Ruhunda, c'est un groupement Buhumba. Et aussi cette semaine encore, donc avant-hier, il y a eu encore d'autres traversées de militaires au niveau de Kassizi et Kaboanga. Et nombreux de ces militaires ont pris la même direction. Et je crois que ce sont ces mêmes militaires qui sont en train de déranger les positions des forces armées dans le territoire de Massissi présentement. Notre crainte, c'est-à-dire, c'est de les laisser pendant plusieurs temps et qu'ils n'ont pas l'intention de faire la paix. Donc, l'urgence serait d'abord d'exercer une forte pression militaire sur eux. Peut-être cela pouvait peut-être donner des résultats satisfaisants, notamment
abandonner leur position, notamment au niveau de Kibumba. Parce que plus on les laisse, plus ils s'organisent et plus ils risquent encore de nous attaquer vraiment avec surprise. Leur objectif, je crois, c'est la ville de Goma. Vous savez, avec les réaménagements faits au niveau du Rwanda, où on a changé presque toute la chaîne du commandement, allez-y comprendre donc qu'il y a un agenda. Et d'ailleurs, hier, le président Kagame a passé presque toute la journée au niveau de Gisenyi. Et si vous voyez très bien, il y a de nouvelles positions érigées le long de la frontière. Il y a de nouvelles bases militaires qui ont été placées, des dépôts de munitions et consorts. Donc, nous croyons qu'il y a une guerre qui se prépare. Et puis la RDC et le Burundi veulent raffermir leurs liens d'amitié en fluidifiant les échanges commerciaux et lutter contre les trafics illicites des produits dans les deux pays. Lors du forum d'affaires, ils se sont engagés également à sécuriser leurs frontières communes, surtout en cette période où la RDC, pays ami, est agressé par le Rwanda. Vers le raffermissement des liens de coopération et d'échanges commerciaux entre les opérateurs économiques du Sud-Kivu en RDC et ceux des provinces sœurs du Burundi, en vue de promouvoir les affaires et consolider les relations de bon voisinage, selon le vœu de leurs excellents chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Evariste Ndayishimiye du Burundi. Voilà qui justifie la tenue à Bukavu du forum consacré à l'entrepreneuriat dans la sous-région, des assises axées essentiellement sur les discussions et partage d'expériences en matière de transformation et production locale de divers produits. En ouvrant ces assises, le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a salué l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir promulgué la loi qui favorise la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, laquelle loi porte aujourd'hui ses fruits. Cette loi permet de mettre l'accent sur la promotion des jeunes entrepreneurs qui créent des riches et réduit sensiblement la pauvreté en République démocratique du Congo. Qu'il me soit permis donc de lui rendre encore nos hommages les plus déférents pour sa vision qui place l'homme au centre de son action politique. La cérémonie est détaillée avec la présence des 4 gouverneurs venus du Burundi, tous animés par la nécessité d'intensifier le trafic commercial entre les frontières congolo-burundaises, une démarche soutenue par Théo Ngwabidje Kassi. Notre démarche est difficile, si elle s'inscrit dans les principes évoqués aujourd'hui, permettra de faire de la sous-région une terre d'affaires et d'avenir. Bien avant, le gouverneur Théo Ngwabidje a reçu à son cabinet de travail à Nyamoma ses collègues gouverneurs qui sont venus lui présenter leur civilité et échanger sur les projets d'intérêt commun entre les deux pays frères et dont le Sud-Kivu est bénéficiaire. Et puis sachez que Kinshasa abrite du 28 juin au 6 juillet 2023 les travaux de la 12e session de la Grande Commission Mixte RDC Afrique du Sud. Les activités ont débuté par la réunion des hauts fonctionnaires à l'immeuble du gouvernement. Les travaux de la 12e session de la Grande Commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine en Conseil des ministres ont été ouverts à Kinshasa ce mardi 4 juillet 2023. Chapeauté par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamwisi, la cérémonie de lancement de ces travaux des Conseils des ministres entre les deux États a connu la participation des délégations des deux pays à l'immeuble intelligent. Dans son allocution d'ouverture, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, a rappelé l'opportunité de cette réunion de Conseil des ministres, relevant que l'Afrique du Sud a toujours été avec la République démocratique du Congo. Pour sa part, la ministre sud-africaine des Relations internationales a indiqué que les deux pays ont intérêt à renforcer leur coopération bilatérale étant donné les défis communs auxquels ils font face. La responsable de la diplomatie sud-africaine a également noté les chances qu'offrent ces assises sur le plan économique à travers la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Notons que ces travaux prennent fin ce mercredi et les rapports finaux seront transmis aux chefs d'État des deux pays. Et jeudi interviendront le sommet présidentiel, la signature des accords ainsi que le forum économique. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence des vice-premiers ministres en charge de la défense et de l'intérieur. Je l'ai annoncé au sommaire, 4 griefs pèsent sur les présumés kidnappeurs arrêtés par la police à Kinshasa récemment, notamment enlèvement des personnes, association des malfaiteurs, assassinat et vol avec violence. Une audience publique est prévue ce mercredi au siège de la territoriale. Ces présumés criminels risquent une peine allant de 20 ans de prison, voire à perpétuité.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dini Kadima Kazadi, a reçu en audience mardi l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Lucy Tamlane, au menu de leurs échanges, les préparatifs des élections de décembre 2023. Venue s'assurer de l'avancement du processus électoral, la diplomate américaine a réaffirmé la détermination de son pays de voir les consultations électorales en RDC se dérouler dans un climat apaisé, ce qui explique son empressement à rencontrer toutes les parties prenantes au processus électoral en cours. C'était une audience, ça fait partie de nos consultations régulières avec tous les parties prenantes de ce processus électoral. Donc on a fait le point par rapport à les préparations. On a parlé des défis dans l'avenir et aussi nous avons réitéré notre soutien pour un processus paisible, transparent, crédible et inclusif. Pour rappel, la précédente rencontre entre le président de la CENI et son hôte remonte au vendredi 24 avril 2023. Lors des échanges, Lucy Tamlane avait déjà démontré la volonté des États-Unis d'Amérique d'accompagner la RDC vers une issue heureuse des élections de décembre prochain. La diplomate américaine a apprécié à juste titre les efforts déployés par la centrale électorale, notamment dans les respects de son calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. La Cour constitutionnelle a réhabilité mardi la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, dans ses fonctions en déclarant inconstitutionnelle la motion de défiance de l'Assemblée provinciale votée il y a de cela 2 mois. Selon l'arrêt de la Haute Cour, la motion de défiance ayant conduit à la déchéance de Julie Ngungwa est de nul effet. Elle viole les articles 19, alinéa 3 et 61, alinéa 3 et 5 de la Constitution. Cette réhabilitation est intervenue 2 mois après sa déchéance à la suite d'une motion introduite par le député provincial Kakujiwama qui reprochait à la gouverneure plusieurs griefs, entre autres la mauvaise gouvernance. Le projet REPER du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS et ses partenaires qui accueillent les avis et préoccupations de la population en prélude des élections est déjà effectif sur le terrain. Du 3 au 8 juillet, cette activité entend enquêter sur l'ensemble de la capitale à travers les quartiers ciblés. L'activité de la vulgarisation et la sensibilisation sur les préoccupations aux priorités de la population du CEPAS continue de désemparer son chemin. Pour cette 3e phase, les CEPAS et ses partenaires sont descendus au quartier Ndanou dans la commune de Limete. Les CEPAS amènent qui enquête sur terrain. CEPAS a mené des études sur terrain avec de partis politiques et d'autres structures de la société civile afin de comprendre pourquoi les problèmes de la population ne sont pas toujours définitivement résolus et reviennent toujours au point de départ. Il était question de discuter avec cette frange des Quinois pour évaluer ensemble les vrais problèmes à impact social pour répondre aux préoccupations de la population, comme telle est la mission du CEPAS. C'est le peuple qui est l'acheteur, parce que le peuple a ce besoin. Chacun d'entre nous a ce besoin. Les habitants de Ndanou aussi ont leurs besoins, ce qu'on appelle des préoccupations et priorités. Et nous avons des vendeurs qui sont comme des acteurs politiques, des vendeurs en province, des vendeurs des projets. Eux, ils doivent se conformer à vos demandes, vous qui êtes le peuple. Ils ne savent pas répondre à nos préoccupations majeures s'ils sont élus à lâcher un habitant d'Ndanou. Nous avions voté pour eux, nous leur avons fait confiance. Mais rien d'utile ne se passe jusque-là. Les élections approchent. Pour cette fois, nous devons ouvrir les yeux. Cette campagne tend à sa 3e journée débutée depuis le 3 juillet et elle se poursuivra sur toute l'étendue du pays. Poursuivant ce journal, pendant ce temps, les jeunes de la fondation Yves Bapa étaient en travaux d'assainissement dans la commune de la Gombe, précisément au boulevard du 30 juin, ce mardi 4 juillet, où ils ont curé les caniveaux tout le long du boulevard. Ces travaux se sont déroulés sous la supervision de Yves Bapa, président de cette fondation. Il est 22h, nous sommes au boulevard du 30 juin, où nous avons trouvé tous les caniveaux le long du boulevard, curés par des jeunes Quinois venus précisément de la commune de Limete. Rassemblés par la fondation Yves Bapa sur place, les présidents de cette fondation débarquent pour s'imprégner de l'avancement des travaux d'assainissement que ces jeunes, autrefois appelés Koulouna, mais aujourd'hui sont devenus utiles à la société. Nous avons tous dit non aux machettes et aux vols de téléphone
Vous avez capté le message du chef de l'État. Au milieu de vous, il y a des Kuluna. Je vous félicite pour ce grand et long travail que vous avez abattu tout au long du boulevard. Ceci démontre que vous matérialisez la vision du chef de l'État. Depuis le départ de Mobutu, de telles initiatives n'ont plus eu lieu. Aujourd'hui, cette route faisant partie de l'histoire de notre pays, ce sont vous, les Kuluna, qui l'avez assainie parce que vous avez été transformés et vous êtes devenus une main-d'œuvre pour le Congo. Réputés pour leur comportement barbare, ces jeunes ont très connu l'impact de la fondation Yves Bapa pour leur changement. Ainsi, tout ce qu'ils font s'inscrivent désormais dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À l'ancienne, c'était les vieux papas qui curaient les caniveaux, mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui nous sommes, qui font les travaux. C'est là grâce à la vision du chef de l'État et de notre président Yves Bapa. Outre le boulevard du 30 juin, ces jeunes ont travaillé sur d'autres sites, comme au marché central, sur l'avenue Mouchi dans la commune de Lingwala et tant d'autres. Il s'est de noter que cette main-d'œuvre est le résultat de l'opération Tika Machet Kende Moussala, lancée il y a quelques mois par Yves Bapa et ses collaborateurs, à l'occurrence Aaron Sifou et Victor Ntumba, DG de l'OVD. L'année scolaire 2022-2023 appartient désormais au passé à la Chopo et cela au travers la double cérémonie de la proclamation des résultats et de la clôture de l'année scolaire. C'était le week-end dernier dans l'enceinte du lycée Malikia en présence de la gouverneure de province. Regardez. Pour cette année qui s'achève, le lycée Malikia a inscrit pour les classes des maternelles et primaires 64 élèves dans son ensemble. Dans son projet éducatif, cet établissement scolaire se base sur 4 grands piliers pour une formation intégrale des enfants, fait savoir la directrice tout en remerciant les parents pour la confiance. Après 222 jours d'apprentissage, ces tout petits ont démontré à l'assistance de quoi ils sont capables à travers les récitals, poèmes et autres. Présente à la cérémonie, Maître Madeleine Nikomba Sabango, en sa qualité de la promotrice, s'est dit fière de cette réalisation et restait déterminée à faire de la bonne éducation son cheval de bataille. Éducation, son cheval de bataille. Ne saurais-je enchaîner mon discours sans me rendre à mon autre devoir naturel, celui de rendre un hommage tout aussi vibrant que mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actions en faveur du relèvement du secteur de l'éducation nationale dans notre pays, la République démocratique du Congo. L'école, c'est ma passion. La bonne éducation pour nos enfants, c'est ma vision. Notre vécu ne correspond pas à nos richesses parce que nous n'avons pas longtemps accordé de l'importance à la richesse qui valorise les autres richesses. Juste après, vient le mot tant entendu, celui de la proclamation des résultats et des remises de bulletins aux élèves. Pour couronner cette réussite, la promotrice du lycée Malikia remet des trophées aux meilleurs élèves de chaque promotion et les médailles à ceux qui ont satisfait. A noter que le lycée Malikia est une école moderne bilingue au standard international qui ouvre ses portes à tous les parents pour une éducation de qualité. En dehors de nos frontières, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est visé dans l'enquête sur l'assassinat d'un chef rebelle ivoirien par un juge d'instruction parisien. Une source judiciaire française a confirmé l'ouverture de cette dernière en France à la suite d'une plainte avec constitution de la partie civile de la fille de l'ancien chef rebelle ivoirien Ibrahima Koulibaly sur les infractions de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et d'assassinat. En sport, les léopards U20 se sont relancés au tournoi Fatih Cup après leur victoire d'1-0 face aux Fauves de Bazou-Bangui. La République démocratique du Congo va livrer son dernier match vendredi au Stade des Martyrs. Retour sur leur victoire d'hier dans ce commentaire de Christian Bokaya. Après avoir raté leur décollage face au Gabon, les Léopards U20 ont lavé la France face aux Fauves de Bazou-Bangui grâce à leur victoire étriquée d'1-0. Les deux équipes ont abordé le match avec un pressing haut jusqu'à la fin du premier quart d'heure. C'est à la demi-heure de jeu que les poulains de Guy Boukassa vont prendre le contrôle du match pour trouver le chemin des filets à la 34e minute de jeu sur corner grâce à Chris Mbede. 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, les Fauves congolais vont dominer de bout en bout la RCA, mais ces derniers, moins réalistes, vont tout simplement bouffer la feuille de match. On va essayer d'aborder le prochain match comme on a fait avec celui-ci. On n'a aucune pression sur nous, on a trébuché lors du premier match. Là, on va rester concentré pour faire un bon match contre le Congo-Brazzaville.
Comme je l'ai dit après la conférence de presse, on a eu un souci de gestion des émotions. C'est passé. Là, on a eu droit à un match plus difficile que le premier match, mais on a su le gérer avec un réajustement au niveau tactique et aussi au niveau de l'état d'esprit. On espère que les enfants seront constants pour la suite de la compétition déjà ce vendredi. Ce deuxième match a permis à Guy Bokassa de se faire une idée sur le travail qu'il devra faire avant d'affronter le Congo-Brazzaville lors de la 3e et dernière journée. Et puis cette note sportive pour terminer en sport, football, terminé à l'arrêt du championnat de la Ligue nationale édition. Céleste Football Club de Mbandaka a évalué sa saison au cours d'une assemblée générale élective à Kinshasa. Pour sa première participation à la cour des grands, l'équipe a jugé son bilan positif et a adopté pour un budget de 1,500 millions de dollars pour la saison 2023-2024. Comme il en est des traditions, à la fin de chaque saison sportive, Céleste Football Club n'a pas dérogé à la règle. Aux règles généraux et sportives, au terme de chaque fin de saison sportive, le club ayant pris part au championnat sont tenus de présenter un rapport d'activité faisant foi d'un bilan de différents faits ayant manqué le déroulement du championnat durant toute la saison. Néophyte à la cour des grands, l'équipe de Mbandaka a marqué ses empreintes en terminant 5e au classement du championnat de la Ligue nationale de football, arrêté à mi-chemin après 9 matchs joués. Pour cette assemblée générale ordinaire, tous les rapports ont été votés à l'unanimité et le bilan est jugé positif. C'est bien tenu parce que le FC Céleste a respecté la réglementation. C'est pour cela qu'il a tenu son assemblée. Bien sûr que le championnat n'avait pas terminé, mais il a quand même respecté le calendrier de la Linafoot. Et nous aussi, administration, nous venons accompagner et puis appuyer, féliciter les membres du comité ainsi que tout son staff et les athlètes. 1,5 million de dollars, c'est le budget des Céleste FC pour la saison 2023-2024. Les Banikanga ont pris toutes les dispositions pour de nouvelles prouesses. Il faudrait faire un bon recrutement pour que nous puissions présenter un bon football. Nous avons besoin d'appui de tout le monde parce que sans appui, on ne peut rien faire. Ce sont les encouragements qui nous poussent encore à faire de meilleurs résultats. L'équipe chère à Christelle Mokwa a revu ses ambitions à la hausse pour demeurer et aller encore plus loin au championnat d'élite de la RDC. Un mot de culture avant de boucler ce journal. Prenez rendez-vous ce soir avec Jean-Marie Kassomba dans JMK Rencontre. Le patron de l'Espace 50 reçoit le comité organisateur de Miss Indépendance. Ne manquez pas. Place à présent au rappel des principaux titres. Début ce mercredi de l'évaluation de la mission de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les travaux se déroulent dans la ville d'Egoma, au Nord Kivu. Signature par la RDC, la Zambie et l'Angola de l'accord sur l'exploitation des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de l'Obila. La cérémonie a eu lieu en présence des 3 chefs d'État. 4 griefs pèsent sur les présumés kidnappeurs arrêtés par la police à Kinshasa récemment. Entre autres, enlèvement des personnes. Une audience publique est prévue ce mercredi au siège de la territoriale. Prenez rendez-vous ce soir avec Jean-Marie Kassomba dans JMK Rencontre. Le patron de l'Espace 50 reçoit le comité organisateur de Miss Indépendance. Tout de suite, la revue de presse. Et c'est avec Héritier Ntamboa qui me rejoint déjà sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christian Kalangi et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors qu'est-ce que le journal paru ce mercredi 5 juillet nous rapporte, Héritier? Oui Christian, on va les voir ensemble avec ce premier titre, les sujets à la une des journaux parus. Ce mercredi à Kinshasa, phénomène kidnapping à Kinshasa, l'hôtel des villes annonce des patrouilles mixtes et l'érection de checkpoints pour traquer les criminels. Eh bien, décision prise hier
Hier, au cours de la réunion du Conseil provincial de sécurité, présidé par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, rapporte Actu30.cd. Ces derniers renseignent par ailleurs que le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Tchakala, souligne qu'il sera également érigé des checkpoints dans plusieurs coins de la ville, notamment pour la fuite des véhicules dans les cadres de mettre fin à ces phénomènes qui créent la panique dans le chef de la population congolaise. Christian Kalonji, d'un média à un autre, Forum des As, nous fait savoir qu'à l'issue de sa visite d'inspection au commissariat provincial la ville de Kinshasa, le procureur général de la Cour des cassations, Firmin Vondé, promet un châtiment exemplaire aux magistrats complaisants envers les auteurs des kidnappings. Dans la foulée, il n'a pas caché sa joie devant le travail réalisé par la police nationale congolaise. La décision du siège est donc attendue à l'issue de cette enquête de flagrance entamée le 4 juillet pour connaître le sort réservé à ces criminels. Alors, héritier, les journaux font également le point sur l'affaire d'échéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Exactement, Christian Kalonji. Puis j'en termine là-dessus d'ailleurs. Assemblée provinciale de Kinshasa, le sort des Godin Poyi sera connu ce mercredi 5 juillet. Pointe opinioninfo.cd. Les élus provinciaux vont examiner ce mercredi la proposition des résolutions portant d'échéance initiée contre le président de cette institution, Godin Poyi Kadima. Les confrères notent que pour la circonstance, cette résolution votée lors de la récente session va être traitée en session extraordinaire. Un autre titre, Christian Kalonji, justement avant de terminer notre revue de presse, visé par une motion de défiance, Godin Poyi sort l'artillerie lourde. Selon le média Le Phare, un rapport médical de son médecin délivré à partir de l'Afrique du Sud, Christian Kalonji, lui recommande un repos intellectuel de 45 jours. En conséquence, conclut les quotidiens, l'Assemblée provinciale de Kinshasa pourrait se trouver restée bloquée pour une durée que personne ne sait évaluer. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi. Christian Kalonji. Héritier Tamboua, je vous remercie de votre belle présentation. Je vous en prie. Voilà qui met fin totalement à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis la Mayotte grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.